Bonjour Lina Coudry. Bonjour. Bienvenue en aparté. Merci. Un pas prudent. Pourtant, vous avez regardé l'émission 14 fois, je crois, avant de venir. Pas autant. Bon, ok, on divise par 3. Non, mais sérieusement, est-ce que vous avez regardé le replay? Comme cela vous arrive, je crois, parfois, avant une interview, un rendez-vous en télé. Ouais, j'ai regardé le replay de Farid. D'accord. Ah, c'est bien, vous piochez en plus, effectivement. Ouais, je choisis. Vous tombez sur un Vous ami. avez une belle sélection, donc... Bon, donc vous connaissiez un peu la disposition de l'espace. Ouais. Vous avez quelques appréhensions ou pas? Non, je vois des choses qui me font rire. Ouais. Non, j'aime beaucoup. Bon. Est-ce que vous avez comme ça le choix des mots aussi qui est important? J'entends par là que quand on est une jeune actrice, avec aujourd'hui la pression des réseaux sociaux, etc., le moindre truc qui est repris, est-ce que c'est un truc auquel on pense quand on a, comme vous, à peine 30 ans, et qu'on est très exposé? Bah oui, on fait quand même attention à ce qu'on dit, à pas dire trop de conneries, parce que je peux en dire beaucoup. Vous voulez vous asseoir, Lina? Si vous voulez. Oh, c'est comme vous voulez, vous pouvez choisir le canapé, la chaise de haute du bar, comme vous voulez. Je vous en prie. Vous allez bientôt être confortablement assise, mais pour un temps seulement, à la cérémonie des Césars. Vous êtes nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour le film de Cédric Jiménez, Novembre. On va en parler, bien sûr. Je disais un temps seulement parce qu'évidemment, ce qu'on espère tous, c'est ce mouvement vers la scène qui voudra dire que vous repartez avec une statuette, bien sûr. Vous avez déjà un peu le trac. Vous vous préparez à cette soirée du 24 février à l'Olympia. On y pense un peu, beaucoup. Franchement, oui, on y pense, mais là, c'est très joyeux parce qu'on a 7 nominations et c'est plus... je suis beaucoup moins stressée que la première fois. Pour Papy Chat. Pour Papy Chat, ouais. Là, j'ai l'impression de connaître déjà un peu l'exercice, donc ça me va. Et puis vous êtes en troupe, en fait, en Et quelque on est sorte. en troupe, oui, on y va tous ensemble et tout. C'est joyeux, c'est joyeux. Avec ce film qui a été tellement porteur, qui a tellement été apprécié aussi. C'est effectivement Novembre de Cédric Jiménez qui, je le rappelle pour les téléspectateurs, nous plonge dans le parcours de plusieurs membres de la sous-direction antiterroriste. On est au moment des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. L'histoire raconte les 5 jours d'enquête qui mèneront à l'opération policière de Saint-Denis. Et vous êtes, vous, dans le film, Samia Kelouf, personnage fictif, inspiré en fait de cette témoin clé des attentats, Sonia, qui avait permis la neutralisation d'Abdelhamid Abaoud, le chef commando des attentats. Bien sûr, on va en parler ensemble. Vous allez me dire comment vous êtes quelques mois après, même un peu plus que quelques mois. On regarde d'abord un extrait. Il y a un moment, nos regards ils se sont croisés dans le rétroviseur. Il me disait que quand il racontait qu'il avait tiré sur des gens. Dans le rétroviseur. Vous nous avez dit que vous l'avez vu dehors. Non, on s'est vu dehors, près du campement, et après on est allé dans ma voiture. Dans votre voiture. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans votre voiture? Bah, je sais pas, peut-être il avait froid, ou peut-être il voulait pas que... Froid. Je comprends pas, là, vous croyez vraiment que je suis en train de mentir, là? Reprenons juste calmement parce que c'est pas clair là. Donc d'abord vous l'avez vu dehors, et ensuite vous avez tous les 4, marché jusqu'à votre voiture. Oui. Tous les 3 ou tous les 4? Pourquoi 4? Quel 4? Le deuxième terroriste. Pourquoi donc? Toujours difficile de se voir? Ou c'est la Alors réplique? vraiment, je fais pas partie de ces gens de ces actrices, acteurs qui arrivent pas à se regarder. Sincèrement, je regarde mes films. Ah, bah ça nous change. Écoutez, j'apprécie. C'est vrai, vous n'avez pas de difficulté ni à vous entendre, ni à vous regarder. À m'entendre un peu plus, ma voix me dérange. Mais non, à me regarder... Non, je regarde le travail fourni. Avec un œil critique, en fait. Oui, avec un œil critique. Vraiment, je crois que j'arrive à avoir du recul, en plus, assez... Oui, assez sincèrement avec moi-même. J'arrive à être sincère avec moi-même et me dire quand c'est bien et c'est pas bien. Et quand je vois une scène comme ça, non, mais en plus, on se rappelle du tournage et dans quelle disposition on était à ce moment-là. Donc, non, j'aime bien regarder mes films. Alors, il y a un personnage, effectivement, c'est Sonia, qui inspire votre travail et qui vit sous protection policière avec une nouvelle identité. Vous dites que son choix de vie, sa démarche, au fond, c'est elle la véritable héroïne. Ah oui. Bah, c'est très héroïque, la démarche et effectivement le geste qu'elle fait, le courage qu'elle a à ce moment-là. Je trouve ça assez extraordinaire. On ne se rend pas compte parce qu'on c'est pas quelqu'un qui a été mis sur le devant de la scène. Donc
Donc oui, c'est la véritable héroïne de cette histoire, mais je crois que je suis pas la seule à le dire. Alors, évidemment, ce film, c'est un énorme succès. C'est plus de 2 millions de spectateurs, 7 nominations au César. Il y a aussi l'aspect, évidemment, sociétal, politique même, de ce film, bien sûr. Peut-être pour le spectateur, peut-être pour vous aussi, les acteurs, et la manière de le travailler. Vous aviez parlé de thérapie, d'une sorte de thérapie personnelle même, à un moment. Oui, une thérapie. Oui, c'est une manière de, pour moi, mettre des mots sur une situation qu'on a vécue tous ensemble et d'essayer de s'en parler de la meilleure manière qui soit et d'essayer d'en parler ensemble sans heurter qui que ce soit. On a fait vraiment attention à pas déborder parce que c'est récent, c'est sensible, les victimes, les familles des victimes. Enfin voilà, il y a quand même des gens derrière tout ça, des vrais gens. Et voilà, c'était aussi toute la difficulté de ce film. En plus, un vrai film choral, donc on retrouvait le collectif à chaque endroit, tout le temps. Mais pas que dans l'idée, que dans l'esprit. C'était vraiment quelque chose qu'on partageait ensemble sur le plateau. On se posait les questions ensemble. Pendant la prépa, on se posait des questions ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé sur ce film. Alors, ce film, il est important pour vous, il dit beaucoup de choses, il parle aussi d'une certaine manière de vos choix, d'actrice. On va évidemment y aller dans le détail dans quelques instants. Ce qui vous constitue, Lina, pour vous connaître encore davantage, ce qui vous a forgé. Tiens, d'ailleurs, ce qui vous a forgé, c'est peut-être la vue qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui à gauche. Alors, attendez, dites-moi, on est où? Ah, on est à Alger. Ah oui. Ah bah oui. Vous pouvez vous installer au bar si vous voulez. La chaise est là. Merci. Vous êtes née à Alger, hein? Ouais. Vous en êtes partie, vous aviez à peine 2 ans, avec vos parents qui ont fui la guerre civile. Qu'est-ce qu'il reste d'Alger, de cette vie chez vous aujourd'hui? Et quel est votre rapport, en fait? Quand est-ce que vous y allez? Quels liens sont encore présents? J'y vais souvent. J'y étais il y a 2 mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas été avec le Covid et les frontières fermées, etc. J'y étais pour présenter le film de Rachid Bouchareb, Nos Frangins. C'était la première fois que je présentais un film en Algérie, donc c'était une expérience différente. J'étais très heureuse de vivre ça. Et qu'est-ce qui y reste? Mais il reste tout. Ça fait partie de moi. C'est chez moi, c'est ma culture. Mon papa, il vit encore. J'ai beaucoup de familles là-bas, sur place, des amis. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler là-bas. J'ai fait 3 films en Algérie et donc, j'ai comme forgé, je me suis créé ma propre vie là-bas. Votre maman est violoniste, votre papa journaliste à la télévision. Quand ils sont à Alger, il y a une menace de mort aussi qui pèse par les fondamentalistes religieux. Comment on vous raconte les choses? C'est des souvenirs lointains, mais j'ai l'impression qu'on m'a toujours parlé d'où on vient, de pourquoi toute ma famille était restée et nous, on avait dû partir. C'était beaucoup d'incompréhension. Moi, j'ai dû... en fait, on s'est tout recréé. Mes parents ont dû tout recréer en France. Et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir y aller pendant les vacances tous les ans, l'été, pendant 2 mois. Et donc, j'ai toujours eu un vrai lien fort. Et de toute façon, c'était compliqué de pas savoir qui était mon père, puisque de toute façon, tout le monde me disait qui il était. Tout le monde savait qui il était dans ma famille, etc. Je savais que mon père était journaliste, je savais que ma mère était prof de violon, et j'ai dû comprendre pourquoi ils ont dû arrêter d'exercer, pourquoi ils ont dû quitter leur pays, parce qu'on était plutôt pas mal là-bas, on était cool, nous. Oui, c'est ça, vous avez dû repartir... en vous installant à Aubervilliers, en passant d'ailleurs par l'Allemagne. Il a fallu redémarrer pour vos parents depuis le bas de l'échelle. Depuis le bas de l'échelle, oui. Depuis le début. Surtout pour ma mère. Mon père a jamais voulu vraiment arrêter de faire son métier, donc ça a été, on va dire, plus compliqué pour lui, justement, de pouvoir exercer en France, et c'est pour ça qu'on a fait un petit tour par l'Allemagne, et lui, il a beaucoup voyagé après. Mais ma mère, voilà, ma mère, c'était les fondations. Et oui, elle a dû tout lâcher. Tout lâcher pour qu'on puisse avoir une vie normale, quoi. Ouais. Et les fondations artistiques, si je puis dire, quelles sont-elles avec vos parents? Les fondations artistiques, c'est beaucoup de musique, déjà. Donc, une vraie attention pour
la sensibilité de mon oreille. Ma mère a fait très attention à ce que je ne chante jamais faux, à ce que j'écoute les bonnes musiques. Et donc déjà, ça partait de là. Et après beaucoup de lectures aussi de sa part et de la part de mon père. Et après, vraiment, quand mon père a commencé à voir que je m'intéressais beaucoup à l'image, que je me collais beaucoup à lui, en fait. Et alors, il n'a pas hésité à m'embarquer avec lui à tous ses rendez-vous, en salle de montage. Et ça a commencé comme ça. Et arrivé le cinéma assez naturellement, finalement. Puisqu'on est au bar, je vous offre quelques carrés de chocolat. Ça, c'est avant de dormir, normalement. Ah oui, et puis c'est aussi ce que vous donnez Bill Murray, non, pour bien jouer sur le tournage vrai. du film de French Dispatch. C'est vrai. Il nous offrait Il y avait beaucoup la de chocolat. distribution. Ouais. Distribution de chocolat, c'est vrai. Vous êtes toujours une gourmande de junk food ou pas? Malheureusement, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais en fait, maintenant, j'ai décidé. Je me fais des semaines junk food, pardon. Je fais pas des week-ends ou un jour comme dans tous les régimes. Je fais une semaine de temps en temps. Mais là, voilà. Là, je sors de ma semaine junk food. Donc, j'ai mangé tout et n'importe quoi, là. Bon, alors là, on va entamer la semaine avec les graines de Là, chia. Alors, exactement. c'est ça. Là, on est en Ok. jeûne intermittent. On fait les choses bien. On boit de l'eau. D'accord. On nettoie. Bon, alors, je vous invite au fauteuil gris, si vous voulez bien, Lina. Avec plaisir. On va regarder ensemble des images de vos débuts, et pas seulement. C'est avec une télécommande à droite posée sur la petite table que vous allez pouvoir démarrer cette séance de visionnage. Ophélie, qu'est-ce que tu disais la heurte? Waouh. Quelque chose à propos du seigneur Hamlet. Il m'a souvent, ces derniers temps, montré les preuves de son affection. Affection, foutaise. Tu parles comme une gamine qui ne connaît rien de ces relations dangereuses. Tu crois à ces preuves comme tu les appelles? Je ne sais pas ce que je dois croire, monseigneur. Ben, je vais te le dire. Je pense que tu n'es qu'une enfant d'avoir pris pour argent comptant ces offres qui ne valent rien. Monseigneur, il m'a pressé de son amour de la manière la plus honorable. C'est n'importe quoi. En tout cas, c'était assez décalé, c'est le moins que l'on puisse dire. On est en 2016, vous jouez à Hamlet, mais alors attention, effectivement, on a vu le décor. On est dans un kebab sous la direction de l'auteur et metteur en scène Rodrigo Garcia. Une pièce classique montée dans un fast-food d'Aubervilliers. La proposition est assez décalée, c'est le moins que l'on puisse dire, improbable tout au moins. Complètement improbable. Mais j'adore ce que propose Rodrigo Garcia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une vraie critique de la surconsommation et toujours avec un esprit effectivement très décalé, mais hyper pointu. et j'avais pas vu ces images depuis longtemps. C'était n'importe quoi, voilà. C'était mais un n'importe quoi organisé avec un vrai propos. Mais c'était très drôle, effectivement. C'était la deuxième pièce de théâtre que je jouais. C'était filmé et retransmis en direct au MK2 Bibliothèque. Et ce qui m'avait plu, c'est que Rodrigo ne voulait pas qu'il y ait de public au kebab et voulait absolument que ce soit retransmis au MK2 Bibliothèque parce qu'il trouvait bizarre qu'il y ait une navette dans les théâtres de banlieue qui ramène les Parisiens et qui les emmène et qui les redépose à Paris sans qu'ils aient à passer par la ville. Et donc, il ressentait une espèce de gêne où il disait, mais en fait, ces gens-là viennent voir des pièces au théâtre, mais complètement sorties de leur contexte. Et donc, lui, il a dit, moi, je ne veux pas de public et je veux que les gens restent à Paris. Du coup, restez à Paris, puisque vous voulez pas découvrir Aubervilliers. Et nous, on vous livrera un spectacle comme ça. Des frontières vraiment que vous ressentez encore à cette époque-là, c'est pourtant hier quand même, 2016, mais vous sentez vraiment... Que je ressens encore aujourd'hui. Que vous ressentez encore aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire Mais parce que c'est architecturalement parlant, je ne sais pas si ça se dit, mais l'architecture d'une ville de banlieue n'est pas du tout la même qu'une capitale. Et donc, on n'a pas au bout de la rue un cinéma, on n'a pas au bout de la rue un théâtre, on n'a pas au bout de la rue un musée. Il y a très peu de musées en banlieue, d'ailleurs. Et ça ne change pas vraiment. Il y a beaucoup d'habitations, ça reste quand même des cités dortoirs. Et c'est toute cette politique qui a été mise en place il y a des années qui a du mal à se tordre, quoi, à vraiment changer. Alors, bien sûr, regardez, j'ai quand même
pu avoir accès au théâtre de la commune. Mais voilà, c'est une autre démarche, c'est moins facile. Je voudrais juste faire un détour par Strasbourg parce que vous avez rejoint l'école du Théâtre National de Strasbourg. Votre papa, il vous espérait surtout sur les bancs de Sciences Po, je crois. Pauvre de lui. Il y a eu, bien sûr, il y a eu aussi un film qui vous a considérablement accompagné, marqué, c'est L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, des ados qui montent une pièce de Marivaux dans un quartier tout près du vôtre. Il y a toutes ces influences-là, évidemment, chez vous, toute cette trajectoire. Quand vous dites à votre papa, voilà, moi, ce sera le théâtre et pas Sciences Po. Ils n'ont pas eu le choix. Le choix, ouais. J'ai pas trop attendu qu'ils me disent oui ou non, finalement. Je me suis inscrite à la fac. Non, mais eux, tant que j'allais à l'école et que je faisais quelque chose de ma vie, finalement, ils étaient contents. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même un peu forcé quand j'étais au lycée pour que je fasse Sciences Po, ou alors ma mère que j'aille en médecine. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et non, ils étaient plutôt heureux que je trouve ma voie. Alors après, c'était flou, parce qu'ils ont eu un peu peur de ce métier, de l'intermittence. Quand on dit on va être intermittent du spectacle, déjà juste le mot intermittent, ça fait un peu peur. Mais ouais, Strasbourg, ça a changé leur vision des choses. Ça a changé parce que voilà, ça devenait concret, c'était une école nationale, reconnue, avec un concours compliqué. Voilà, je leur prouvais que j'avais vraiment envie. Alors, la preuve, elle s'inscrit en images aussi. Regardez en appuyant sur le bouton. Si vous voulez bien appuyer sur le bouton. Bien sûr. Super ambiance. On s'éclate. Habite l'ambiance, vas-y, va à Berlin, va à Los Angeles, va à New York si tu veux l'ambiance. On peut s'amuser à l'extérieur, Berlin, Los Angeles, c'est impossible. Là, habite je m'amuse en Algérie, ici. C'est comme ça, c'est tout. Si t'es pas contente, casse-toi. Je me casse pas. Bah, tais-toi. Et je me tais pas. C'est vrai que ça. Nakti le gusto, je te jure, j'étais bien là, j'étais bien. Chat, tu veux un bisou? Vas-y, arrête, sérieux. Tu vas trop loin. Ça. On est en 2017, c'est votre deuxième film, Les Bienheureux, Sophia Djama, qui raconte l'Algérie 10 ans après la guerre civile. Vous êtes cette jeune frondeuse récompensée par le prix d'interprétation au Festival de la Mostra de Venise. Ce rôle, rien ne vous arrête, il vous le faut, Lina? Ce rôle, oui, c'est marrant. Hein. Je sais pas trop, moi, ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a eu mais je crois que je l'ai attiré aussi, ce retour aux origines. Mais oui, quand je lis ce scénario, déjà, il s'appelle pas Les Bienheureux. Au départ, il s'appelle La Moutonnière. Et La Moutonnière, c'est l'autoroute qui rentre dans Alger. Donc déjà, je me dis, qui est cette personne qui connaît le nom de l'autoroute? Déjà, ça m'intrigue. Et je le lis, et c'est vraiment... J'entends les mouettes d'Alger, j'entends l'appel à la prière, j'entends tout. Juste à la lecture, je vois tout, j'entends tout. Et je me dis pas, il me le faut ce rôle, parce qu'à ce moment-là, je passe beaucoup de castings que j'ai pas. Donc j'y vais un peu... j'y vais, quoi. On verra bien. Et voilà, je passe un casting, 2, 3, plusieurs. Et finalement, je l'ai. Et je prends énormément de plaisir à faire ce film. Énormément de plaisir à aller en Algérie pour travailler pour la première fois. Et voilà, et c'était beaucoup d'impro, cette scène, notamment une vraie scène d'impro où je me rends compte, parlons de l'esquive, où je me dis, c'est ce cinéma-là que je veux faire. Ouais, ça devient concret, ouais. On va regarder une autre image. Vous voulez bien appuyer? Je vais pas cacher que j'ai longtemps rêvé de ça, de ce moment-là. Avec mes potes, on s'entraînait à faire des discours avec nos télécommandes. Et là, c'est vrai, et je me dis que pourquoi, et en même temps, je me dis pourquoi pas. Merci. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à Mounia Medour de m'avoir offert ce rôle, de m'avoir offert ta vie, de m'avoir offert ce Nejma, qui veut dire l'étoile. Tu es mon étoile. Je t'aime, Mounia. Merci. Merci à ma mère. Maman, je sais que t'es devant ta télé et que t'es en train de pleurer. Je t'aime, maman. Merci de m'avoir offert ta vie. Merci, papa. Parce que c'est toi qui m'as appris le cinéma. C'est toi qui m'as donné ce goût. Merci, papa. Merci à mon frère, parce que sinon il va être jaloux. Donc merci, Nassim.
C'est très émouvant, bien sûr, c'est 2020, le César du meilleur espoir féminin pour le film Papicha de Mounia Medour. Alors là, vous avez le rôle principal de ce film. Vous êtes Nejma, une jeune étudiante qui rêve de devenir styliste et d'organiser son premier défilé dans l'Algérie violente des années 90. Quand on a cette statuette en main, quand on rend hommage comme ça à ses parents, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après? À ce moment-là, c'est vraiment un flou total. Franchement, trop d'émotions. Je savais même plus. Enfin, ouais, j'ai même pas les mots. Je sais plus. Je sais pas. Je sais que j'avais très peur d'oublier des gens importants. Donc j'essayais de me concentrer pour n'oublier personne. En même temps, je tremblais, j'avais des bras gros comme ça, c'est horrible parce que j'étais en train de m'entraîner pour un rôle de nageuse que j'ai finalement pas fait en plus. Et donc j'ai des bras énormes, j'ai vraiment pas choisi la bonne robe, n'importe quoi. Et non, bien sûr, mais c'est quelque chose que j'ai attendu. Mais ce film, dans son histoire, il fait quoi la vie de vos parents qui ont dû fuir la guerre civile algérienne, on parlait tout à l'heure, et les menaces des fondamentalistes religieux. Vous avez même joué, hein, vous, à la fac, à l'amphithéâtre où ils se sont rencontrés. C'est incroyable. J'étais dans l'amphithéâtre et je cherchais, c'était un amphithéâtre très vieux, et donc il y avait des espèces de gravures un peu partout sur le bois, sur les tables, des espèces de tags, etc. Et une folle, je cherchais un signe. Je me souviens, j'ai passé la journée à chercher un signe. Je me disais peut-être je vais tomber sur un graphe de mon père ou je sais pas. Moi, j'ai rien trouvé, mais c'était très émouvant. Ouais. Je vais vous inviter à arpenter l'appartement, si vous voulez bien. J'y vais ? Oui, si vous voulez bien, Oui. Lina. Parce que on a évidemment pioché dans vos goûts, dans vos influences. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs. Alors, c'est effectivement là-bas. l'autre qui est bien garni. Au rayon livre, au rayon DVD, au rayon musique, Oh. des livres qui vous accompagnent, je crois, depuis quelques années. Alors, directement un 33 tours, qui est lequel? Celui de Georges Brassens, où Ouais. je vous le montre. Là, c'est bien. Là. Voilà. Alors, Georges Brassens, pourquoi Georges Brassens? Moi, c'est mon enfance. Ouais. Mon prof, Monsieur Boucourt, qui nous avait fait découvrir Georges Brassens en CE2, CM1. Les copains d'abord. C'était la musique de mon enfance, ouais. J'adore. On a installé également, on a disposé un certain nombre d'albums de Beyoncé, par exemple. Les modèles. Bah oui, Beyoncé, Voilà. Billie Eilish, Notorious Big. Vous avez envie d'écouter quoi, alors, à cette heure-là de... On peut écouter Beyoncé, on va mettre Hold Beyoncé. Up. Ok, alors... C'est celle-là. Parfait. Alors, on va laisser dérouler. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. C'est la meilleure, c'est la queen. Qu'est-ce qu'on a? I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. I hop up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? Hold Up, un des titres de Beyoncé, la Queen, vous l'avez dit, effectivement, l'artiste la plus récompensée de l'histoire, hein, c'est le cas de le dire. The Queen Beyoncé, votre choix, Lina Koudry. On a un petit cadeau pour vous, si vous voulez bien vous diriger vers le comptoir. Attendez, je veux à juste gauche. faire Oui. un big up. Ceux qui n'ont pas vu ce film, allez le voir. Jean-Pascal Zadi, tout simplement noir. Non, mais là, vous avez vraiment mis tout, mais mon film préféré. J'ai envie de tous les prendre. Alors, dites-moi. Alors, dans l'angle du canapé, à côté du bouquet de fleurs, vous apercevez une boîte. Ouais. Et Je là la aussi, récupère. normalement, c'est une de vos préférences. Je vous en dis pas plus. Attention, Tanam. Waouh.
C'est bien le Je cas. n'ai pas ce livre. Ah, formidable. Casavets de Ray Carnet aux éditions Capricci. Merci. Ce livre, évidemment, mais surtout ce cinéma-là. Ce cinéma-là. Ce cinéma-là qui a changé ma vie. Ce cinéma-là... Attendez. Et ce cinéma... Parce qu'en fait, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Et ce cinéma-là. C'est 2 cinémas. Ouais. Casavets, je crois que c'est Une femme sous influence qui vous a donné vraiment Une aussi... femme sous influence qui est pour moi la plus belle performance d'une actrice de tous les temps, vraiment. Je m'en remets toujours pas. Ça va faire 10 ans que je l'ai vu, le film, pour la première fois, et je ne m'en remets pas. Et dans la lignée de Cassavetes, qui est chiche, toujours. Qui est chiche parce que Keshish, c'est plus c'est en français. Et donc cette Bible sur Casavets que vous pourrez évidemment feuilleter en pensant à nous, Avec plaisir. avec cet entretien, cette conversation en aparté. Vous nous laissez un petit souvenir, Lina, avec un appareil photo qui se trouve dans la bibliothèque à gauche. Vous allez le repérer pas loin du bar, Ouais. 2e étagère. Vous pouvez le laisser poser, petite étiquette orange sur la face de l'appareil pour l'allumer et télécommande ensuite. Alors, je l'allume. Voilà. Vous avez la télécommande en main et vous pouvez faire 3-4 pas en arrière. Il est allumé? Oui, absolument. Parfait. Attendez, je pose. Je peux en refaire. Allez-y. Bien. Merci beaucoup, Lina Coudry. Merci à vous. On va les garder, hein. Vous êtes d'accord? Bien sûr, avec plaisir, je vous les Merci. laisse. Merci à vous, merci d'être venu vous raconter en aparté. Merci beaucoup de nous avoir livré vos préférences, vos choix, vos débuts. On va vous retrouver pour ceux qui n'auraient pas encore vu, mais bon, ils sont peu. Mais sait-on jamais, c'est disponible en DVD et en Blu-ray, bientôt sur Canal+, novembre, évidemment. On sera avec vous le 24 février à l'Olympia. On sera avec vous tous, toute l'équipe du film C'est également. gentil. Merci beaucoup, Lina Coudry, d'être Merci à vous. venue nous voir. Je vais venir vous saluer. À l'entrée, c'est le même chemin qu'au départ, en haut des escaliers. Je prends tout ça? Non, je vais aller récupérer après. Je viens vous saluer et je repasse par là. Comme vous voulez. Voilà. Eh ben, en tout cas, moi, j'arrive Faire comme en ça. courant pour vous saluer. Rendez-vous le 24 février à l'Olympia. Vous concourez dans la catégorie du meilleur second rôle. On sera très attentifs. On vous soutient. On croise les doigts pour le Merci. film Novembre de Cédric Jiménez. Merci à vous, Merci Lina. beaucoup. À très vite. Au revoir. It's such a shame. Ouais, c'est cool. Trop cool.